De commencer officiellement notre séance du Conseil municipal, je vous remercie de votre participation. Je voudrais quand même vous signaler qu'on a un certain nombre d'absents, certains notamment pour raison de maladie et d'autres pour des raisons qui sont liées à leurs occupations. Monsieur Bernard Cazeneuve donc, m'a donné pouvoir. On a vu Bernard Cazeneuve ce matin avec son collègue Monsieur Cuvillier pour l'inauguration, ce qu'on appelait le chaînon manquant de la RN 174. Donc ce fut un long combat pour lequel ce matin on nous a bien précisé que l'ensemble du projet s'était déroulé sur une quinzaine d'années et l'enveloppe financière qui avait été mobilisée était de l'ordre de 244 millions d'euros, donc c'est conséquent sur ce tronçon de 50 km, financé à 46% par le Conseil général de la Manche et le reste à peu près à parité entre l'État et la région. Donc la RN 174 est désormais opérationnelle depuis plus d'un mois. Donc on ne peut que s'en féliciter. Bernard Cazeneuve est sur zone, si on peut employer cette expression, puisqu'il recevra ce soir à 18h30 le trophée de l'homme de l'année de la presse de la Manche. Il n'est pas exclu qu'il nous fasse un petit bonjour, mais son agenda est malheureusement extrêmement chargé. Je voudrais excuser également Geneviève Gosselin, qui donne pouvoir à Guylaine Godin. Geneviève Gosselin est de permanence au Parlement, donc elle est retenue par ses activités parlementaires. Daniel Joanne, lui, devrait nous rejoindre. Il est en ce moment à l'IUT. Il donne pouvoir à Madame Muriel Joso-Marinier. Et Daniel Joanne assiste en ce moment avec notre directeur des services académiques des services de l'éducation nationale, le DAZEN, anciennement... Inspecteur d'académie, voilà, je me perdais dans les sigles. Le directeur académique des services de l'éducation nationale est en train de donner un certain nombre de précisions sur les modalités de mise en œuvre de l'aménagement des rythmes scolaires, ce qu'on appelle trivialement la semaine de 4 jours et demi. Donc cette réunion était à 15h à l'IUT. Donc Daniel, quand il reviendra, permettra aussi peut-être de nous donner un certain nombre d'informations, s'il y a des informations complémentaires. Daniel Lereculé donne pouvoir à Michel Louiset. Amandine Jaffre donne pouvoir à Liliane Loisel. Hélène Didier donne pouvoir à Dominique Vaillé. Lydia Thiolan, qui, après ses délibérations, partira, donnera pouvoir à Jean-Claude Magalaès. Madame Morlet donne pouvoir à Sophie Herry. Alain Civilise donne pouvoir à Marie-Jo Le Renard. Christian Catherine. Alors Christian Catherine est hospitalisé en ce moment. Il a eu un problème pulmonaire, donc on va lui souhaiter un prompt rétablissement. Et il donne pouvoir, proximité politique, avec Jean Lagarde. Ensuite, Marguerite Bourdonnais donne pouvoir, c'est peut-être un scoop, à Monique Picot. Et Hervé Corbin, qui lui est absent pour raison associative, si j'ai bien compris, donne pouvoir à Régine Villedieu. Avant de commencer, je voudrais simplement souligner au nom du conseil municipal et de souhaiter la bienvenue. On a sur notre ville de Cherbourg-Octeville eu récemment à accueillir 3 personnalités, c'est une très bonne chose. Monsieur Guillaume Rigvaert, qui vient de prendre ses fonctions comme nouveau commissaire de police. Donc on lui souhaite la bienvenue dans notre ville. On aura l'occasion avec Daniel Chenina de le rencontrer la semaine prochaine. Également, nous avons eu à accueillir, et c'est toujours Daniel Chenina qui était à la cérémonie de l'audience solennelle du tribunal de grande instance, monsieur Nicolas Hou, donc on lui souhaite également la bienvenue. Et puis l'établissement des CNS, lui aussi, a accueilli son nouveau directeur, donc monsieur Stéphane Foss, en remplacement de Bruno Richebé. Donc on va souhaiter un bon déroulement de carrière et bienvenue également à monsieur Stéphane Foss, sachant que, bien évidemment, DCNS est un des acteurs majeurs de notre économie locale et avec des projets qui sont des projets extrêmement intéressants dont on aura l'occasion de reparler dans le cadre de nos prochains conseils municipaux, je n'en doute pas. Ce que je vous propose, c'est de commencer notre ordre du jour par la première délibération, qui est la délibération 19-2013, qui concerne le Code général des collectivités territoriales, notamment les délégations de pouvoir aux maires. Est-ce que vous avez, vous, des remarques, des questions, des demandes de précision par rapport à ces délégations de pouvoir ? Pas de remarques, donc on prend acte de ces délégations de pouvoir.
C'est un moment, donc la délibération suivante, la délibération 24, pour lequel il y a une petite modification dans la délibération initiale. C'est pour ça qu'une nouvelle délibération vous a été remise sur place. C'est une délibération importante dans la vie d'un conseil municipal. C'est l'accueil d'une nouvelle conseillère municipale suite à la démission de M. Jean Levallois. Donc la délibération 2013 numéro 24 a pour objet d'installer Mme Rosane Champin en tant que conseillère municipale. Madame Champin, donc je vous souhaite la bienvenue dans ce conseil municipal. Je vous souhaite également que les débats auxquels vous participerez seront des débats fructueux, je n'en doute pas, que vous puissiez faire valoir vos positions, et ça c'est tout à fait normal, c'est la règle démocratique, et que nous puissions avoir ensemble, comme toujours dans ce conseil municipal, des relations et des débats qui sont toujours très cordiaux. L'article du code électoral prévoit donc en cas de vacance de siège pour quelque motif que ce soit, donc le candidat qui vient immédiatement sur la liste après le dernier élu est appelé à compléter le conseil municipal. Donc M. Jean Levallois nous a notifié par courrier du 24 décembre 2012 qu'il démissionnait. Donc Mme Rosane Champin, vous venez après le dernier élu de la liste Cherbourg-Octeville, un nouveau cap, à laquelle donc M. Levallois appartenait. Donc vous êtes donc appelé à lui succéder. De même, M. Levallois avait été élu délégué communautaire. Donc c'est Mme Sophie Herry qui était la suivante sur la liste, qui venait directement après M. Jean Levallois. Donc Mme Herry est également installée en tant que conseillère communautaire. Autre point, Madame Rosane Champin, donc vous allez être membre de la première commission permanente qui concerne le développement urbain, l'économie, les affaires portuaires, les finances, l'administration générale, le personnel et les relations internationales. Alors, je vais vous expliquer les modes. Voilà, vous appuyez sur le bouton et vous allez avoir la lumière rouge qui va apparaître. Donc, je vous laisse la parole, Madame Champin. Monsieur le maire, je voulais vous remercier de votre accueil et je tiendrai à être une conseillère municipale active et attentive au dossier. D'accord, je vous en remercie. Cette délibération, on ne la met pas aux voix. Elle prend... Non, il n'y a pas de voix puisqu'on prend acte tout simplement de votre installation, ce qui est chose faite. Nous allons donc passer maintenant dans le cadre de nos délibérations sur la délibération numéro 2 qui concerne le projet d'extension du golfe des Roches, à savoir la rétrocession de parcelles au bénéfice d'un exploitant agricole. Ce qui permettra d'ailleurs de refaire un petit peu un point sur ce dossier, qui est un dossier important. En ce qui concerne la délibération elle-même, c'est une délibération un peu technique. La maîtrise du foncier, vous savez qu'elle est forcément préalable à ce projet d'extension à 18 trous du golfe des Roches. Une convention de réserve foncière a été passée donc avec la SAFER, elle a été signée en juin 2010, afin que celle-ci puisse nous accompagner pour mener à bien les acquisitions foncières à l'amiable, à l'intérieur et à l'extérieur du périmètre d'extension projeté. Donc la SAFER a mené des investigations, elle a négocié. Nous sommes arrivés, j'allais dire maintenant, quasiment au bout du bout. Et vous savez que quand nous étions intéressés par des terrains qui concernaient des activités agricoles, donc les agriculteurs ont bénéficié d'ailleurs en compensation d'indemnités d'éviction, et puis nous avions également acquis des terrains qui étaient à l'extérieur du périmètre du projet, qui permettent de compenser des surfaces agricoles et qui permettent aux agriculteurs de pouvoir continuer à développer leur activité. Donc, il est donc décidé dans le cadre de cette délibération de rétrocéder au bénéfice de M. Denis et Mme Sylvie Vautier, qui demeurent au lieu-dit le Grand Camp à la Glacerie, donc un certain nombre de parcelles pour une surface totale de 4 hectares 72 arts et 20 centiares, au prix global de 50 814,20 € et de leur verser également une indemnité d'un montant d'éviction d'un montant de 4 240 €. Cela me permet de donner des précisions par rapport au projet.
Donc, vous savez que c'est un projet de longue haleine quand on veut développer un golf. Nous avons été, dans cette première partie, qui est une partie d'études, accompagnés notamment financièrement par EDF, Crédit Grand Chantier. C'est une procédure qui se déroule en plusieurs phases. Dans un premier temps, donc, nous avons procédé, et cette phase est en train de se terminer, aux acquisitions foncières. Nous avons mené de façon parallèle une étude technique pour savoir véritablement sur les terrains que nous allions acquérir, que nous pressentions d'acquérir, quel pouvait être le déroulé ou le développé technique de ce golf. Donc à ce titre, des études techniques ont été menées par différents cabinets, qu'on a mis d'ailleurs en compétition, et tous les deux donc, ont conclu, et on ne pouvait que le vérifier, à la faisabilité d'un parcours qui soit un parcours 18 trous, qui soit suffisamment technique pour pouvoir bien évidemment attirer les touristes, certes, mais aussi les amateurs éclairés. Pour ceux qui pratiquent le golf, le parcours technique est un parcours qui pourrait faire plus de 5600 mètres carrés, donc ce qui est quand même un parcours conséquent pour 18 trous, et dont la difficulté se classe ce qu'on appelle les pars 71. Alors pour les amateurs de golf, le par, c'est le parcours idéal, donc en 71 coups pour arriver à bout de ces 18 trous. Donc, ce qui montre bien que, à travers les terrains qui sont désormais acquis par la ville, on a la possibilité, il y a deux projets d'ailleurs qui sont des projets différents avec lesquels on discute, mais l'un et l'autre permettent de développer un parcours qui soit extrêmement intéressant sur le plan technique et sportif, et ça c'était aussi extrêmement important. La phase suivante, nous allons lancer également une étude, puisque les estimations qui ont été faites sur les coûts d'aménagement du golf, y compris reconstruction du clubhouse, sont de l'ordre, en toutes taxes comprises, de l'ordre de 3 millions à 3 millions 500 000 euros, donc ce qui est quand même conséquent. La phase suivante, c'est une phase dans laquelle on va essayer de préciser les conditions juridiques qui nous permettraient soit de faire du partenariat privé, soit d'agréger un certain nombre de financements, discussions, négociations avec le club lui-même, pour voir quelles seraient les modalités optimales de financement de cet investissement, qui est un investissement conséquent. Ensuite, si le projet se déroule comme convenu, eh bien, on arrivera dans une phase qui sera une phase longue, qui est une phase d'instruction administrative du dossier, notamment au regard des documents d'urbanisme. Vous savez que la particularité des golfs, c'est qu'en général, ils se développent à proximité d'espaces sensibles, donc il faut faire des études d'impact, il faut également voir les modalités de déclinaison de la loi sur l'eau, il faut également donc voir un certain nombre d'autorisations d'urbanisme et de prescriptions liées à l'archéologie préventive. C'est une phase d'instruction qui est très longue, qui peut durer 1 an et demi, voire 2 ans. De compatibilité, de discussion, de négociation parfois avec des associations qui peuvent à juste titre s'inquiéter des conséquences et de l'impact d'un golf sur l'environnement. Donc c'est une phase longue. Et ensuite, donc, au bout de 2 ans, peut démarrer la phase de travaux qui, elle, dure à peu près entre 1 an et demi en fonction des difficultés techniques. Donc vous voyez que c'est un projet dans lequel nous sommes engagés. Nous l'avons commencé cette première phase en partenariat avec EDF. Nous avons la volonté de poursuivre les études et de faire en sorte que ce projet puisse aboutir, mais il n'aboutira pas dans les meilleurs délais avant les années 2015-2016. Voilà. Pour en revenir à la délibération, qui s'abstient, qui vote contre, donc délibération adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. La délibération numéro 5 concerne notre politique d'amélioration de l'habitat avec la traditionnelle aide au ravalement des façades. Vous avez dans l'exposé donc le descriptif de nos modalités d'intervention et je vous propose de délibérer pour accorder une subvention de 1 065,60 € à la SARL Cotentin Immobilier, Monsieur Lardy, pour un syndicat de copropriété qui est situé 4-6 rue du Port, et pour lequel donc des travaux ont été effectués. Qui s'abstient? Qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération suivante, la numéro 23, elle concerne donc la convention d'objectifs avec l'association Office du commerce et de l'artisanat de Cherbourg-Octeville.
Vous savez donc que nous avions, lors d'un précédent conseil municipal, décidé donc de la constitution en lien avec la Chambre des métiers, la Chambre de commerce et les unions commerciales d'un office du commerce et de l'artisanat, donc ici sur la commune de Cherbourg-Octeville. Cet office du commerce et de l'artisanat, vous retrouvez ses missions, mais je les rappelle, dans la convention d'objectifs. Donc il s'agit d'accroître l'image et la notoriété du commerce, de l'artisanat et des services en développant notamment des opérations de marketing et de communication, de contribuer à dynamiser l'activité commerciale en réalisant des manifestations sur l'ensemble du territoire de la commune et des événements phares, de façon à créer des flux de fréquentation sur les zones de commerce, et puis aussi d'accompagner des projets d'animation d'associations de commerçants adhérentes. L'ensemble des unions commerciales adhèrent donc à cet office, et c'est bien, ce qui va nous permettre de développer des actions sur l'ensemble des quartiers, certes le cœur historique, certes le quartier des bassins, et je précise que l'union commerciale des commerçants qui s'implantent, qui se sont implantés ou qui s'implanteront dans le centre commercial des Éléis ont rejoint cet office du commerce, et puis bien évidemment le quartier du Val-de-Serre et également le quartier des provinces sur Octeville. Donc d'accompagner ces projets d'animation des associations commerçantes, de développer également un accueil de qualité et de faciliter la concertation avec l'ensemble des acteurs locaux et d'être le relais d'information entre les différents partenaires. Et ça, c'est important qu'on ait aussi en matière de concertation. On a vu, il faut être franc, on a vu qu'il y a eu un certain nombre de balbutiements en ce qui concerne l'ouverture des commerces le dimanche, en cette fin d'année, peut-être parce que la concertation est complexe, et l'office du commerce, cet office du commerce nous permettra de faciliter, de fluidifier les relations avec l'ensemble des commerçants fédérés dans une structure, et puis les différentes instances qui sont partie prenante de cette concertation. Ce qu'il est proposé dans cette convention d'objectifs, c'est d'autoriser, comme nous nous étions engagés, donc le fruit de notre cotisation qui s'élève à 9 000 € pour 2013, et puis une subvention de 24 000 €, donc ce qui montre que la ville ne se désintéresse pas de l'activité du commerce, sachant également qu'un dossier FISAC a été déposé, qui va permettre celui-ci. Ça, c'est du fonctionnement, mais le dossier FISAC va permettre d'alimenter un programme d'action qui, lui, est conséquent et qui sera accompagné par l'État. Donc, voilà ce qui vous est proposé dans cette délibération, c'est de verser notre cotisation et cette subvention 2013 de 24 000 €. Est-ce qu'il y a des remarques? Je soumets cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Madame Gosselin étant absente, donc je vais exposer donc ces délibérations. La première est une délibération technique ancienne, puisqu'elle date de la création de la communauté urbaine de Cherbourg. C'est la délibération 21. Il s'avère que lors de la création de la communauté urbaine, donc le conseil municipal de Cherbourg et le conseil de communauté urbaine ont délibéré conjointement pour le transfert des biens nécessaires à l'exercice des compétences de la communauté urbaine. Et parmi ces compétences, vous savez que figure la compétence, on dirait, cycle de l'eau, maintenant. Sur les installations qui appartenaient à la ville de Cherbourg, donc figurait la prise d'eau de la Divette, un certain nombre de parcelles. Il y a eu, certes, effectivement remise des installations à la communauté urbaine, mais on s'est rendu compte, comme quoi, que la parcelle cadastrale, elle, n'avait pas été officiellement remise à la communauté urbaine. Donc on fait une régularisation de remise de cette parcelle que l'on cède à la communauté urbaine pour l'euro symbolique. Donc il vous est proposé d'autoriser donc la cession au bénéfice de la communauté urbaine, une parcelle qui est sise rue du Roule et qui est cadastrée donc 129 AP 102 au prix donc de 1 €, et de m'autoriser à signer les documents qui sont inhérents à cette transaction. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération suivante, la délibération 18, concerne la constitution d'une servitude de droit de passage, tous usages, sur une parcelle qui est située rue du Blanc-Ruisseau, au bénéfice de M. Alain Lamotte. Donc, nous avons été saisis d'une demande de création d'une servitude par un particulier
qui a pour projet donc, la construction d'un pavillon au fond de sa parcelle. Malheureusement, celle-ci est enclavée et pour pouvoir y accéder, donc, il faut emprunter une voie qui est propriété de la commune. Donc, à ce titre, donc, nous vous proposons, conformément au droit de l'urbanisme, de consentir donc à la fois une indemnité forfaitaire globale de 9,75 € en contrepartie de cette indemnité forfaitaire, une servitude de droit de passage sur la parcelle qui est mentionnée et qui est jointe en annexe, et de dire que l'ensemble des frais d'acte et de procédure sera pris en charge par le bénéficiaire de cette servitude. Les frais de procédure sont largement supérieurs à ce que le droit nous demande en matière de servitude. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc délibération adoptée également à l'unanimité. Vous avez, conformément à l'article 2241 du Code général des collectivités, le bilan des opérations immobilières de la ville de Cherbourg-Octeville qui ont été réalisées ou qui sont en cours en 2012 et qui font objet de la délibération numéro 12, 2013. Donc la liste vous est jointe en annexe. Et est-ce que vous avez des remarques particulières, des demandes de précision? Juste peut-être une information. Vous voyez que nous avons poursuivi l'acquisition d'une parcelle de terrain qui est située sur le parc d'activité des Fourches de 4 328 m² concernant la construction d'une cuisine centrale. Donc nous poursuivons sur cet objectif de construction d'une cuisine centrale à terme pour lequel cette réserve foncière sera utilisée de la façon la plus opportune. C'est un projet qui avait été différé à un moment donné. On avait envisagé de passer à travers une cuisine publique en lien notamment avec la Marine nationale. Ça s'avère un peu complexe. Donc le dossier est toujours à l'étude et pourquoi pas dans un cadre qui pourrait être un cadre intercommunal. Mais ça fera partie donc, des discussions dans les mois à venir. Par rapport à cette délibération, qui s'abstient? Qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération suivante, c'est une délibération un petit peu technique, mais elle va nous permettre peut-être de faire un point sur une opération qui est une opération extrêmement intéressante, qui s'appelle l'opération Tiamo. Donc il s'agit cette fois-ci de la cession d'une parcelle de terrain qui est située donc rue Cachin, au bénéfice donc, de la société Tiamo, et cela pour la construction d'une résidence et la création, ce qu'on appelle, d'une servitude de cours commun, de cours commune. En réalité, c'est de la sémantique. C'est de la sémantique pour être en stricte conformité par rapport au Code de l'urbanisme, puisque ce Code de l'urbanisme précise qu'entre deux constructions, il doit y avoir une zone de non-edificandi. Donc, ce que nous vous proposons de faire, et nous avions déjà délibéré, c'est tout simplement de changer le terme de la délibération, qui était la délibération du 26 janvier 2012, pour bien préciser que cet espace de non-edificandi il servira donc à la création d'une servitude, dite servitude de cours commune. On a également, donc on va faire un point donc, sur cette opération. On a eu l'occasion de la présenter en réunion de concertation avec les riverains avant-hier soir, avec notamment Franck Tison et Michel Louiset, puisque sur cette parcelle de la rue Cachin va s'édifier une résidence qui a la particularité de comporter 25 logements de mémoire, 11 T2, 11 T3 et 2 T4, enfin, il me semble que c'est ça, quelque chose comme ça, puis il doit y avoir 2 T1 également. Elle a la particularité, sur ces 25 logements, d'en réserver 8 pour les personnes qui sont en situation de handicap lourd et qui auront la particularité de mutualiser ensemble une assistante de vie, une auxiliaire de vie. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis ensuite, sur la partie nord, donc, sera construit, je laisse Michel ou Franck présenter le projet, donc une halle de sport, salle de gymnastique. Pardon, je te donne la parole. Merci, monsieur le maire. Oui, bon, donc sur la partie nord va être construite effectivement une salle de gymnastique. Comme on peut voir sur la photo ici, là, tout ce qui est en noir, donc c'est ce qui va
est la partie évolutive donc, du gymnase. Hein. C'est une partie évolutive pour la gymnastique d'environ à peu près 1240 mètres carrés. Et sur les surfaces qui sont côté ouest, un petit peu grisées, juste en dessous, monsieur mettez juste en dessous, c'est à gauche, là, côté ouest, hein, voilà ici. Donc tout ici, ce sera les locaux, bien sûr, salle de réunion, bureaux, vestiaires, et aussi une salle mixte qui va servir de baby gym, entre autres, et puis bien sûr aussi des rangements. Donc cette salle de gymnastique, elle aura un parvis pour y accéder qui sera voilà, ici. Alors c'est un parvis qui, sur la photo d'avant, on le voyait très bien. Voilà, ça c'est le parvis qui sera pour l'accès au niveau de la salle. Et en plus, il y aura un petit passage paysager qui pourra aller jusqu'à l'impasse Levéel, pour effectivement qui a été très demandé par les riverains et aussi par les scolaires, pour qu'ils puissent accéder à l'école Tourville et puis aussi au collège Cachin. Donc voilà, donc, pour l'instant, les appels d'offres sont en cours pour cette salle de gymnastique. Les lots sont jusqu'au 11 février, hein, la publicité et tout ça. Donc c'est bien parti, on est sur le planning. Les premiers coups de pioche seraient, comme on dit comme ça, au mois de juin. En principe en juin, pour des travaux environ de 14 mois. Alors, on a rencontré effectivement le conseil, pas le conseil, mais tout le quartier pour l'implantation et tout ça. Et donc, c'est un superbe gymnase, comme vous pouvez voir, qui sera vitré aussi. On pourra voir de l'extérieur, effectivement, dans la salle de gymnastique, qui permettra de ce passage et d'éviter d'avoir un goulet et puis assez sombre. Et il y aura même une partie vitrée qui donnera sur ce petit passage paysager. Voilà, on souligne que cette salle de gymnastique, elle sera mise à la disposition du club gymnique cherbourgeois, qui est un club dynamique, qui fait parler de lui en ce moment, parce qu'il organise un gala. Il y a en cours, oui, le gala, ça va être bientôt fini, qui a été présenté aux scolaires. Je suis passé tout à l'heure, il y avait 1300 spectateurs de scolaires. Il y a le gala de ce soir, effectivement, à 20h30, et un autre demain à 18h. Et il servira aussi pour les scolaires, hein, que ce soit les primaires, collèges et lycées. C'est un équipement qui s'est demandé et qui va être très utilisé dans ce quartier qui était en sous-équipement sportif. Voilà, et qui est de très grande qualité architecturale. Tout à fait, puisque bon, on va voir bien sûr du chauffage double flux, il y aura aussi des panneaux solaires pour le chauffage sanitaire, donc il va être proche du BBC, hein, mais c'est des équipements qui ne peuvent pas être en BBC parce que c'est un trop gros volume, mais il est très proche. Et donc, ça va être à la pointe de la technologie à ce niveau-là, au niveau des économies d'énergie et de tout ça. D'accord. Parfait. En ce qui concerne donc la délibération pour le changement de la dénomination, donc à l'intérieur de la délibération qui était la délibération de janvier 2012, qui s'oppose, qui s'abstient, donc délibération adoptée à l'unanimité. Je passe la parole à Lydia Thiolan qui va nous présenter donc des subventions exceptionnelles pour certaines associations culturelles. Oui, monsieur le maire. Trois subventions exceptionnelles, effectivement, pour 3 associations. Tout d'abord, une subvention exceptionnelle que nous vous proposons d'accorder à une toute jeune association qui s'appelle Inspiramaz. Ce sont des lycéens qui, pour l'instant, sont essentiellement au lycée Millet, mais dans les autres lycées également de la ville et de l'agglomération. Elle a pour but, cette association, de créer un magazine culturel virtuel, c'est-à-dire que c'est un magazine qui existe sur le web, et il existe déjà, il voudrait le développer, il voudrait en développer également une version locale, peut-être même l'imprimer, cette version locale, pour qu'elle soit diffusée auprès de tous les jeunes. C'est une opération et une action qui nous a semblé digne d'intérêt, et à la fois à la direction de la jeunesse et à la direction de la culture, nous allons vous proposer une subvention de 600 € pour cette association. 300 chacun. Une deuxième subvention exceptionnelle qui concerne notre compagnie professionnelle de danse que vous connaissez bien, qui est EFATA. Alors, deux subventions exceptionnelles pour les 2 compagnies professionnelles de danse que nous avons sur le territoire, EFATA et Terpsichora, qui toutes les 2, chaque année, mènent des créations contemporaines. Alors, pour Terpsichora, pour EFATA d'abord, pardon, l'année 2012 a été une année très, très, très riche, avec la diffusion d'un certain nombre d'œuvres de création et également de nouvelles œuvres, souvent d'ailleurs en lien avec des manifestations de la ville de Cherbourg-Octeville, puisqu'on trouve la Nuit de la Liberté, création qui a eu lieu pour la Nuit des musées,
On a également eu l'occasion de voir On the Way, qui était une création en lien avec le jumelage Cherbourg-Pool, et surtout, bien sûr, la grande création En partance, qui avait pour objet le cadre de l'émigration et du Titanic, pour l'année Titanic. L'année prochaine, également, de nombreux projets en cours, et puis la diffusion des créations de l'année 2012. Donc pour ces travaux de création, nous vous proposons d'autoriser le versement d'une subvention exceptionnelle de 1 000 €. Pour ce qui concerne Terpsichora, eh bien là aussi, c'est une association et une compagnie de danse qui ne cesse de mener des créations chaque année, qui se professionnalise et qui désormais bénéficie de la licence d'entrepreneur du spectacle, qui a créé en 2012 l'œuvre Solitude collective, qui a eu un joli succès. Et en 2013, eh bien, la compagnie Terpsichora va répondre à une commande de la scène nationale et réaliser une nouvelle création qui s'intitule Quarantaine et qui, là aussi, est en lien avec l'histoire de l'émigration à Cherbourg. Donc, pour cette compagnie, nous vous proposons également une subvention exceptionnelle de 1 000 €. Monsieur Huette. Oui, simplement, on voit souvent passer des délibérations pour des subventions supplémentaires ou exceptionnelles. J'aurais voulu avoir simplement une précision sur vos critères de choix, parce que j'ai quelques remontées d'autres associations qui, elles aussi, font des demandes et qui ne sont pas forcément positives. Enfin, la réponse n'est pas forcément positive, donc quels sont les critères que le bureau municipal ou les services culturels ont établis pour faire des choix? Merci. Alors pour ce qui concerne nos subventions, vous aurez remarqué que nous avons d'abord et essentiellement des subventions de fonctionnement qui sont accordées à des grands équipements qui mènent l'essentiel de la politique culturelle sur la ville de Cherbourg-Octeville. Mais nous avons un budget que nous appelons le budget aide à projet, qui nous permet d'aider dans l'année des projets qui sont menés par des associations ou des compagnies. Les critères que nous sommes fixés sont des critères, je dirais, qui ne sont pas subjectifs, mais qui sont des critères de professionnalisation et de qualité des projets qui nous sont proposés. Vous voyez bien que là, nous avons affaire à deux compagnies qui sont des compagnies qui emploient des salariés, qui font travailler des artistes, qui mènent de véritables créations, qui, sur un territoire, évidemment, constituent une grande richesse. Alors, quand certaines associations proposent ce genre de projet, il va de soi pour nous que nous devons les aider. Nous devons faire vivre les artistes qui essaient de créer leur spectacle à Cherbourg-Octeville plutôt que de partir, je ne sais pas moi, dans une grande ville où il y a beaucoup d'artistes déjà réunis. Mais nous avons aussi d'autres critères, c'est-à-dire que ça fait partie des critères qui guident nos choix dans le domaine des projets professionnels. Mais il va de soi que si une association nous propose un projet qui permet une diffusion de telle ou telle discipline sur le territoire, ça peut aussi être intéressant. Donc nous avons ici un large panel de choix possibles. À vrai dire, c'est très rare qu'une association, par contre, ne soit pas aidée par la ville de Cherbourg-Octeville lorsqu'elle propose un projet. C'est vraiment très rare. On ne peut pas distribuer entre guillemets, des subventions à chacun, c'est évidemment quelque chose qui n'est pas possible, mais par contre, nous nous donnons vraiment pour mission d'aider toutes les associations qui ont des projets. Et nous mettons à disposition le Vox, par exemple, gratuitement, à toutes les associations de Cherbourg-Octeville qui le souhaitent, pour peu que les créneaux soient disponibles. Nous avons des espaces de communication, etc. etc. Enfin, vraiment, nous aidons du mieux que nous pouvons tous les projets de toutes les associations culturelles. Elles sont 120, ça en fait beaucoup. Mais bien sûr, nous privilégions, comme je le disais, d'abord celles qui vont avoir un fort impact sur les territoires et avant tout les projets des créateurs. Voilà. Okay. Juste un tout petit complément, il y a aussi un élément, c'est celui de la cohérence de l'ensemble de nos politiques municipales. Oui. Et je ne voudrais pas faire un parallèle avec la délibération précédente, mais on se rend compte que dans le domaine de la danse, dans le domaine de la gymnastique,
dans le domaine des formes nouvelles du cirque, d'une certaine façon, eh bien, il y a des passerelles, il y a des complémentarités. Et ça nous paraît, nous, intéressant de pouvoir accompagner des associations qui font de la création, donc ça c'est important, et qui sont aussi, je dirais, dans le sens de ce que nous voulons en matière de développement culturel au niveau de la ville de Cherbourg-Octeville accompagner. Et ça me paraît bien. De même que le gala de ce soir, on l'accompagne d'une certaine façon, mais quand on voit le projet de la salle de gymnastique, c'est aussi intéressant de susciter chez les jeunes des vocations. Donc voilà, donc il y a aussi ce critère un peu supplémentaire, d'une certaine façon, où on essaye dans nos politiques municipales de voir en quoi les projets donnent du sens aux actions. Tout à fait, à vrai dire, la culture à Cherbourg, c'est l'aide à la création, c'est l'aide à la diffusion et c'est l'aide à la formation. Et nous aidons les associations qui nous permettent de mener véritablement ces trois axes-là. Aide à la création, aide à la diffusion, il faut aussi que la culture soit diffusée, et aide à la formation, c'est très important. Les associations qui proposent, par exemple, comme la MJC, un festival de théâtre amateur, c'est très important parce que c'est un foisonnement du théâtre amateur sur le territoire. Alors, oui, un petit mot sur... avant de passer à la délibération suivante, un petit mot sur le livre que vous avez trouvé sur votre table. Comme chaque année, vous avez toujours un exemplaire de l'édition des Mercuriels, donc des ateliers d'écriture qui ont eu lieu en septembre. Cet événement, vous savez, auquel nous sommes très très attachés, ces ateliers d'écriture qui donnent pour résultat des œuvres, des textes qui sont d'une très grande qualité, et que vous aurez plaisir à lire et à découvrir. Voilà. Je vous propose de mettre cette délibération aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc délibération adoptée à l'unanimité. Mais on n'oublie pas le patrimoine, donc on passe au château des Ravalais avec la délibération numéro 6. D'ailleurs, c'est le 4e axe de la culture à Cherbourg, conserver le patrimoine. Et oui, et le château des Ravalais, eh bien, vous savez que c'est un chantier qui a commencé en 2008 et nous en voyons le bout en 2013, c'est-à-dire que nous allons attaquer la dernière façade, après la façade sud, puis la façade ouest, puis la façade nord qui nous a occupé 2 années, car il y avait énormément d'interventions, c'était la plus difficile de toutes. Nous en arrivons à la façade est, un petit peu moins compliquée. Et nous aurons terminé, nous aurons protégé complètement notre château des Ravalais. Alors voilà, je ne vous présente pas dans le détail cette délibération, c'est la délibération habituelle. Et il s'agit pour nous, bien entendu, comme d'habitude, d'aller chercher les subventions les plus larges auprès à la fois de la Direction régionale des affaires culturelles et du Conseil général. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je laisse la parole à Jean-Claude Magalaès, donc qui va introduire le bilan de fonctionnement des conseils de quartier, ainsi que la mise à jour de la liste des participants. Voilà, donc ce n'est pas moi qui vais évoquer les conseils de quartier pour une fois, mais c'est un habitant, c'est Monsieur Réal, qui, je dois dire que depuis 10 ans, donc, nous passons régulièrement ce type de délibération pour montrer un peu l'évolution des conseils du quartier tout au long depuis une dizaine d'années. Voilà, Monsieur Réal, s'il vous plaît. Monsieur le maire, bonsoir. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bilan du fonctionnement des conseils de quartier en 2012. Le bilan du fonctionnement des conseils de quartier a été réalisé dans le cadre d'une commission interquartier. Il repose sur des constats communs. Les conseils de quartier ont évolué de manière très satisfaisante depuis le début de mandat. Ils ont le sentiment, cette année, qu'une étape a été franchie. Les conseils de quartier permettent aux habitants d'être de véritables acteurs de la ville, de mieux la connaître et de comprendre son fonctionnement. Même si tout n'est pas parfait, les conseils de quartier sont plus associés aux dossiers, peuvent mieux comprendre les difficultés de la réalisation d'un projet, sont sollicités plus souvent pour donner un avis, et ceux-ci sont davantage pris en compte. On est moins dans l'information, ce n'est pas toujours de la coproduction, mais on s'en rapproche. Les conseils de quartier s'expriment plus, râlent moins. Les conseils de quartier sont plus à l'écoute des habitants, ont davantage un rôle de facilitateur. Aujourd'hui, les conseils de quartier ont le sentiment d'être plus reconnus qu'au début du mandat, d'être véritablement pris en compte.
La ville associe véritablement les conseils de quartier dans les événements de la ville, notamment au travers des invitations. Cela renforce la connaissance de l'ensemble de la ville. Cela participe à changer l'image, parfois erronée, que l'on a d'un autre quartier. L'exemple, l'inauguration du jardin partagé de la rue de Vœuvre. Les élus sont à l'écoute des habitants. Par exemple, de nombreuses réunions voiries sont organisées sur place pour faciliter la concertation, en associant le conseil de quartier, mais aussi les riverains. Cela a pris du temps, mais l'expertise d'usage des habitants est prise en compte. Les élus, notamment monsieur le maire, viennent régulièrement au conseil de quartier. C'est très apprécié par les habitants. Les conseils de quartier obtiennent davantage d'éléments d'information à leur demande. Le contenu des fiches navettes est plus précis, plus clair. Le nom est expliqué. Donner des informations permet de garder les habitants motivés et présents dans les conseils de quartier. Les animations permettent de créer du lien entre les habitants de la ville au fil des années, de se faire connaître et reconnaître par les habitants. Ces animations donnent une image agréable de la ville. Les conseils de quartier se connaissent mieux. Cela a développé l'entraide. La concertation avec la ville dans certains dossiers a été particulièrement appréciée. Dans le cadre du travail sur l'amélioration de l'attractivité en centre-ville, les représentants des conseils de quartier apprécient que les élus leur fassent confiance lorsqu'ils présentent des dossiers en amont. Les habitants savent respecter les consignes et ne pas diffuser les informations restant à confirmer. De même, le travail de concertation pour la mise en place de la zone 30, comité technique déplacement doux, a été très efficace. Les conseils de quartier ont pu être force de proposition pour le comité grâce à la préparation faite en commission interquartier vélo. C'est très valorisant. Dans le cas de la zone Mont-Hubert, les conseils de quartier Octeville-Bourg et Vallon ont eu au départ, et il y a quelques années, le sentiment que les idées étaient imposées. La création d'une commission de travail commune a permis de dégager des idées, d'impliquer davantage les deux conseils de quartier et de permettre la prise en compte de certaines remarques. Il y a maintenant une véritable reconnaissance de l'existence des conseils de quartier, de leur rôle. La communauté urbaine est également plus à l'écoute des conseils de quartier. Les conseils de quartier rajeunissent. Le conseil de quartier Octeville-Bourg, notamment, constate qu'il y a davantage de personnes jeunes qui s'inscrivent et restent dans le conseil de quartier. C'était une bonne idée de permettre de se réinscrire au cours du mandat. Le fonds de participation des conseils de quartier. L'association fonctionne bien. Les suppléants ont trouvé leur place. Les informations circulent bien entre quartiers. Même si l'évolution est très positive, certains points peuvent être améliorés. Désignation des représentants des conseils de quartier dans les instances restreintes. Il est important que ce soit bien les conseils de quartier qui désignent leurs représentants. Quand il est proposé de le faire au cours d'une réunion où peu de personnes d'un conseil de quartier assistent, cette désignation doit être évoquée lors d'un prochain conseil de quartier, ce qui peut permettre au conseil de quartier de désigner d'autres représentants après concertation. Participation aux réunions des conseils de quartier. Certaines personnes ne participent plus au conseil de quartier, voire n'ont jamais assisté aux réunions. Il est essentiel de réajuster les listes pour être en accord avec la réalité. Cela permettra de mieux gérer les réunions, en permettant par exemple au conseil de quartier centre-ville de se réunir dans une plus petite salle afin de faciliter les échanges. Il est proposé, dans le cadre du prochain mandat, de revoir le règlement intérieur des conseils de quartier. En cas de 3 absences non excusées, la personne serait considérée d'office comme démissionnaire. Le nombre d'intervenants au cours des réunions des conseils de quartier. Avoir plus d'intervenants par réunion perturbe le fonctionnement des conseils de quartier, car le reste de l'ordre du jour est examiné trop rapidement. L'information sur le travail des commissions internes ou interquartiers, l'examen des réponses apportées par la ville aux fiches navettes, le temps des réflexions des conseils de quartier qui ont besoin aussi de construire des projets. Réunions interquartiers sur les sujets communs aux 6 conseils de quartier. Pour les sujets pouvant intéresser les 6 conseils de quartier, il est parfois organisé une réunion unique. Il est constaté une très faible participation à ces réunions. Compte tenu de ce constat, il vaut mieux, dans la mesure du possible, privilégier d'autres modes d'information. Envoi des ordres du jour des conseils municipaux,
Information ciblée par conseil de quartier sur les aménagements réalisés. Retour d'informations sur les commissions internes ou interquartiers. Il faut que les représentants veillent à faire des retours d'informations plus synthétiques pour que ce retour soit utile à tous. Les conseils de quartier ont encore beaucoup de choses à faire pour se faire connaître. De manière générale, il faut réfléchir à d'autres modes de communication, car les flyers ne sont plus lus, chacun étant inondé d'informations. À titre d'exemple, dans le quartier sud-est, le bouche à oreille est utilisé de manière satisfaisante. Il n'est pas toujours facile d'intégrer de nouveaux arrivants. Les anciens de chaque conseil de quartier peuvent les prendre à part pour leur expliquer le fonctionnement des conseils de quartier. Cette méthode marche bien. Je vous remercie. Merci. J'aurais voulu donc préciser que ces observations sur les pistes d'amélioration sur les conseils de quartier ont été faites lors de l'Assemblée générale qui était début décembre. Et depuis, nous avons déjà travaillé. Un certain nombre de ces préconisations ont été mises en application. Par ailleurs, vous savez que les conseils du quartier vont être mis en veilleuse à partir du mois de septembre, puisque lorsque nous avons mis en place la charte sur les conseils du quartier, il était prévu qu'ils soient en veilleuse pendant la période électorale, de façon à ce qu'ils ne soient pas otages des uns ou des autres. Et d'ailleurs, il n'a jamais été la volonté de la municipalité d'utiliser les conseils du quartier dans le cadre des campagnes. Donc, ils seront en veilleuse à partir du mois de septembre, et je dois dire qu'on profitera de ce moment-là pour approfondir la réflexion sur les pistes d'amélioration pour le prochain mandat, si l'équipe qui sera élue dans un peu plus d'un an maintenant, souhaite poursuivre. J'aurais voulu en profiter en même temps pour remercier l'ensemble des membres du conseil du quartier parce qu'ils font un travail remarquable. Être membre d'un conseil du quartier, c'est quelque chose de très prenant, c'est beaucoup de temps. Et je voudrais les remercier. J'en profiterai aussi pour remercier les conseillères municipales, parce que ce ne sont pas des conseillers, ce sont des conseillères municipales qui ont pris en charge chacune un conseil du quartier, donc elles sont 8. Je voudrais aussi les remercier parce que l'évolution positive qu'on constate, tout ça, ce ne serait pas possible sans la bonne volonté des uns et des autres. Maintenant, si vous avez des questions à poser, je suis prêt à y répondre. Il y a des questions. On s'associe collectivement donc, aux remerciements formulés par Jean-Claude Magalhaës à l'intention des membres des conseils de quartier. Je crois que les conseils de quartier ont en fin de compte quatre fonctions importantes. La première, c'est, je dirais, c'est des partenaires privilégiés dans la concertation des projets municipaux. On a parlé tout à l'heure de la salle de gymnastique notamment, et donc ils sont, dès qu'il y a un projet municipal qui va venir impacter le quartier, il y a une concertation, et ça c'est normal et naturel. Deuxième élément, c'est que eux-mêmes, les conseils de quartier, sont en capacité, ça c'est bien, on l'a vu, de faire des propositions d'aménagement, parce qu'ils connaissent souvent mieux leur quartier que quiconque. Donc ils y habitent, ils y vivent tous les jours, et à ce titre, donc ils peuvent signaler un certain nombre de choses en disant on aurait besoin de tel ou tel équipement. Troisième chose, et on l'a vu arriver, et le fonds de participation est important et mobilisé, c'est que les conseils de quartier deviennent de plus en plus aussi des animateurs de leur quartier. Attention, ce n'est pas des comités des fêtes, on est d'accord, mais ils contribuent à l'animation en organisant ici ou là un vide-grenier, ici ou là une manifestation qui soit une manifestation qui permette de contribuer à créer du lien social, et c'est important. Et puis, c'est tout à fait naturel, les conseils de quartier, parce que les habitants sont directement impliqués dans la vie quotidienne, c'est les premiers à nous signaler aussi, à travers les fiches navettes, les petits dysfonctionnements qui sont liés souvent parfois à des problèmes de voirie et sur lesquels on doit s'empresser de pouvoir apporter des réponses et d'y remédier. Donc ça me paraît moi extrêmement intéressant démarche qui a été entreprise ici par la ville de Cherbourg-Octeville depuis maintenant une dizaine d'années. Et expérience d'ailleurs qui contribue à des échanges d'expériences entre différents sites, ça c'est aussi important de le dire, puisqu'il y a un réseau, si on peut employer cette expression, de conseils de quartier qui se crée au niveau national. Tout à fait. Au mois de novembre, il y avait une réunion des conseils de quartier organisée par la ville de Caen, auquel nous avons participé, et je dois dire que les conseillers de quartier qui sont allés là-bas ont été très heureux de voir que à Cherbourg, ça ne marche pas si mal que ça, parce que, j'oubliais tout à l'heure, il y a aussi une réelle écoute de mes collègues maires adjoints qui permet d'avancer. Et oui, je crois que les conseils du quartier de Cherbourg peuvent s'améliorer, parce que je crois qu'on peut toujours s'améliorer, mais je pense que le travail qui est fait actuellement n'est pas si mal que ça. Joint à la délibération, vous avez aussi la liste des membres du conseil du quartier, puisqu'elle est évolutive.
Comme tout organisme, c'est quelque chose qui vit, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui partent, il y a des gens qui viennent, et donc tous les ans, on valide la liste des membres du conseil du quartier. Donc il vous est proposé de prendre acte du bilan 2012 du fonctionnement des conseils de quartier qui vous a été présenté à l'instant, et puis de valider donc cette liste actualisée donc des habitants qui participent au conseil de quartier. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc délibération adoptée à l'unanimité. Et je vous en remercie. On va s'éloigner un peu de Cherbourg, Jean-Claude Magalhaes toujours, avec la mise en œuvre d'actions de coopération avec Vélez. En 2012, nous avons signé un accord de coopération décentralisée avec la ville de Vélez. C'est un accord de coopération décentralisée très intéressant puisqu'il se situe à deux niveaux. D'un côté, nous avons un accord de coopération décentralisé entre le conseil régional et l'État de Macédoine. C'est une particularité, c'est une originalité, puisque logiquement, un conseil régional ne peut pas signer un accord de coopération décentralisée avec un pays. C'est une exception qui a été faite par l'État. Et dans le cadre de cet accord de coopération décentralisée entre la région et le pays et la Macédoine, un certain nombre de villes ont souhaité travailler. Pour nous, c'est un moyen aussi d'animer un réseau bas normand de villes. Parmi les sujets que nous avons souhaité travailler, nous avons travaillé sur la culture, nous avons travaillé sur la gouvernance et nous avons travaillé sur l'environnement. Dans le cadre de l'environnement, nous avions une demande assez forte du maire de Vélez de travailler sur le traitement des ordures ménagères. En Macédoine, les ordures ménagères, c'est un véritable problème. Problème parce qu'elles sont un petit peu envahissantes, problème parce que le fonctionnement n'est pas le même que chez nous, mais problème aussi parce que c'est une ressource, notamment pour les Roms. Donc il y a une véritable réflexion à avoir à ce niveau-là. Et donc nous travaillons avec la communauté urbaine qui est en charge les ordures ménagères, le traitement des ordures ménagères sur la communauté. Et nous avons obtenu des financements donc, de la région pour travailler sur ce point. Il s'agit donc aujourd'hui de reverser une partie de ces financements à la communauté urbaine pour pouvoir financer une mission d'études qui devrait avoir lieu au mois de mai. Étant entendu pour nous que travailler sur les ordures ménagères, ce n'est absolument pas se contenter d'envoyer du matériel, mais bien de travailler sur un véritable plan de traitement des ordures ménagères, c'est avoir une véritable dynamique qui implique la gouvernance, qui implique une véritable réflexion sur ce que peut être fait ici. Donc, il vous est proposé d'autoriser le versement de cette subvention. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je passe la parole à Muriel Josot-Marinier pour la délibération suivante. Voilà, vous connaissez tous le dispositif Passeport Jeune qui fait un lien avec le Festival du livre, de la jeunesse et de la bande dessinée à Cherbourg-Octeville. Donc le festival se tiendra du 30 mai au 2 juin 2013 bien évidemment. Et le festival accepte effectivement que dans notre chéquier Passeport Jeune, eh bien, il y ait comme moyen de paiement un chèque Passeport Jeune d'une valeur de 7 €. Voilà, donc on persévère dans cette voie-là puisque ça a très très bien marché pour l'année dernière. C'était la première fois qu'on le faisait. Ça a très bien marché. Beaucoup de jeunes ont acheté des petits livres pour 7 € ou plus, bien évidemment. Et donc on continue, on re-signe une convention avec le festival. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Guylaine Godin pour la suite. Oui, la délibération suivante, c'est simplement la signature, de permettre Monsieur le maire à signer les conventions d'objectifs avec les associations, qui est le comité d'organisation du carnaval et Cherbourg Animation, et ensuite de pouvoir verser les subventions aux dites associations. Oui. J'aurais voulu savoir, je m'interroge sur le montant de la subvention du carnaval, 18 934, qui est l'addition, au vu de la logistique très importante octroyée par la ville, au niveau des salles, concours techniques, la presse, les affiches, puisque le carnaval 2012, pour moi et pour bien d'autres, a été pas très important. Bon, là, c'est les 30 ans, normal qu'il y ait des fêtes, c'est pas le problème. Mais je voulais savoir à quoi ça servait, 18 934 € à des groupes.
Je voudrais savoir. Alors, Guylaine. C'est exactement ça, c'est de permettre à Carnaval de pouvoir investir dans des groupes musicaux, puisqu'il y a de l'animation qui est faite. Et vous pouvez remarquer qu'en principe, on fait signer une convention d'objectifs aux associations qui touchent 23 000 €, une n'en touche que 18 000. Et donc, c'est parce qu'on prend effectivement en compte toute la mise à disposition logistique de la ville dans la subvention. C'est compris dedans, alors. Oui. Enfin, d'accord, je n'avais pas compris ça, c'est pour ça que je demandais tout est des dedans. précisions. Et ils ont un minimum de 2 jours d'organisation. Alors, pour cette année, honnêtement, je les reçois le 4, donc on va finaliser et valider le programme de Carnaval le 4 février. Donc, pour l'instant, ils m'ont fait une demande de 3 jours, mais rien n'est finalisé. Parce qu'il parle dans la Convention, à chaque édition, un public nombreux en provenance du Cotentin. Ce serait peut-être bien de leur suggérer qu'ils organisent ça le samedi, le dimanche, pour les gens qui ne travaillent pas. On va valider justement cette possibilité, je vous dis le 4 février, puisque je les reçois le 4 février. D'accord, merci. Voilà. Et on tirera tous les enseignements, parce que c'est vrai, on constate une chose, hein, je vais être très direct. Cherbourg n'est malheureusement pas une ville carnavalesque, au même titre que Granville, au même titre que Dunkerque ou autre. Donc, alors ça ne veut pas dire qu'on remet en cause la pérennité d'un événement comme celui-là, mais il faut qu'on dimensionne, il faut qu'on s'interroge, il faut qu'on voit quel est le vrai positionnement, d'autant plus qu'on arrive parfois sur des dates qui sont un peu flottantes, donc il y a un problème de lisibilité, etc. etc. On a parfois des risques d'interaction avec l'activité commerciale, il ne faut pas le nier non plus. Donc, je pense que cette année, c'est une année un peu où on va commencer à discuter, à négocier, si on peut dire, et puis il faudra qu'on ait une vraie décision sur le carnaval. Est-ce que Cherbourg continue à perpétuer la tradition du carnaval ou d'un carnaval, ou on fait autre chose, etc. etc. Rien n'est définitivement acquis, et notre position, elle est là-dessus, elle n'est pas figée, et c'est toujours avec prudence qu'il faut qu'on avance sur un dossier comme celui-là. Néanmoins, pour l'année 2013, donc je vous propose d'adopter cette délibération, qui vote contre, qui s'abstient, donc délibération adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Frédéric Bastian. Merci Monsieur le maire. À propos du festival Femmes dans la ville, donc, qui est un événement majeur de la vie culturelle et sociale de notre ville, il s'agit de reconduire, comme depuis 2 ans, la convention de partenariat avec l'association Big Walter, afin de dynamiser et de professionnaliser le volet culturel de la programmation du festival dans la ville. Donc, à ce titre, il vous est proposé de renouveler le partenariat avec l'association Big Walter, formalisé dans la convention jointe à la présente délibération et qui donnera lieu au versement d'une subvention de 15 000 €. À noter que cette subvention pourra faire l'objet d'une subvention complémentaire exceptionnelle d'un montant maximum de 4 000 € si et seulement si l'association avait à faire face à un déficit global du budget de la manifestation. Il vous est donc proposé d'autoriser le maire à signer la convention de partenariat avec l'association Big Walter. Et pour mémoire, le festival Femmes dans la ville aura lieu cette année du 16 au 24 mars. Et en principe, il devrait être inauguré en présence de Madame le ministre Najat Vallaud-Belkacem, donc sous réserve des agendas, bien évidemment, mais c'est ce qui est pour l'instant prévu. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Franck Tison pour la subvention. Oui, c'est un avenant à la convention d'objectifs pour la JSC Handball pour l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 10 000 €. Monsieur Imbert. C'est rapide. Non, c'est bon, je redonne. Oui, tout en votant cette délibération, je souhaiterais avoir quelques précisions. Nous avons, lors du conseil précédent, je crois que c'est le dernier, voté les subventions annuelles sur l'ensemble des associations sportives dépassant les 23 000 €. Là, je vois que le conseil suivant, nous proposons une subvention, je précise bien, de 10 000 € supplémentaires. L'argument, c'est pour que ce club très méritant, pour sa progression,
s'occupe du sport chez les jeunes. Très bien. Mais si je me souviens d'un passé récent, relativement récent, nous avons d'autres clubs aussi importants que le handball de Cherbourg. Je nomme l'AS Cherbourg Football et l'AS Cherbourg Basket, qui sont des clubs formateurs également. Je pense, on ne va pas chipoter pour quelques jeunes de plus ou de moins, que le football et le basket a autant, sinon plus, de jeunes en formation. Ces deux clubs de football et de basket de la Cherbourg, comme tous ces grands clubs, ont eu des difficultés et ont toujours des budgets du travail financier serrés. Et la mairie de Cherbourg, la ville de Cherbourg, a toujours été proche de ces clubs-là. Mais je suis très surpris de cette subvention, puisque quand le football et le basket de la Cherbourg a eu des difficultés, la ville a accordé des avances et non pas une subvention. Donc, je suis étonné. Alors, ces subventions, c'est donné. On ne reprend pas. Qu'une avance, les avances ont été amputées sur les subventions annuelles de ces deux clubs. Pourquoi que, aussitôt après la subvention annuelle qui a été attribuée à la JS Handball, qu'on refait une subvention quand même assez importante de 10 000 et que les clubs de football et de basket de la Cherbourg ont dû voir leur subvention annuelle amputée de ces avances. Donc je pense que les dirigeants du football et de basket de l'AIC vont peut-être être surpris de voir qu'il y a eu une gentillesse faite pour le hand plutôt que ces clubs-là. Donc, je vote pour, parce que je suis très pour le sport, sous ces clubs formateurs de jeunes et tout, c'est très important, mais j'aimerais avoir une précision sur ce changement entre avance et subvention. Merci. Franck Tison va vous donner l'explication. Oui, tout à fait. Bon, je vais expliquer un petit peu quand même au niveau des subventions de la ville. Donc, il faut savoir une chose, c'est que le budget subvention est un budget constant. Il faut savoir une chose, c'est qu'on a des grilles au niveau des subventions pour les clubs sportifs, donc c'est bien cette question, puisque comme ça va permettre d'expliquer un petit peu à tout le monde. C'est-à-dire qu'on donne un budget, une subvention de fonctionnement, une subvention aussi pour les déplacements, qui est calculée par l'Office municipal des sports, qui calcule les kilomètres. Il y a aussi la subvention de niveau, c'est-à-dire surtout de niveau national. Et puis des fois, il y a des subventions aussi pour des organisations, comme par exemple ce soir sur le gala de gymnastique. Pour la subvention de niveau national, il faut savoir c'est qu'on a des grilles par rapport au niveau où évolue l'équipe et aussi par rapport aussi à la formation des jeunes. Et il faut savoir une chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est à budget constant. Quand la JSC Handball est montée, je n'ai pas pu effectivement attribuer une subvention au niveau de notre grille. C'est-à-dire que la grille pour le 3e niveau national, sur notre grille de niveau national, c'est 75 000 €. Pour rattraper un petit peu, je dirais, cette inégalité par rapport à d'autres sports, il a été accordé une subvention exceptionnelle de 10 000 € qui ne va pas à l'encontre des autres associations, qui ne pose aucun problème par rapport à l'ASC Foot ou l'ASC Basket. On a toujours été à aider les autres clubs de niveau national. Donc cette subvention de 10 000 €, c'est pour rattraper un tout petit peu ce niveau de national, qui est le 3e niveau national. Et puis aussi pour toute cette formation des jeunes, il faut savoir aussi une chose, c'est que la JSC Handball a encadré, ça fait 2 vacances scolaires, qu'ils ont encadré des jeunes de quartiers sensibles, qu'ils ont participé, et il y a même des joueurs de l'équipe première qui ont participé pendant une semaine, tous les après-midi ils étaient pris en charge, vous aviez à peu près une quarantaine de jeunes, et donc c'est aussi pour aider le club, ils ont mis à disposition des salariés du club pour les encadrer, ça s'est fait aussi avec le PLO Handball. Donc c'est toutes ces actions aussi par rapport au club. C'est un club aussi qui est sain financièrement. La ville ne les a jamais aidés, n'a jamais proposé d'avance ou quoi que ce soit. Donc c'était aussi pour l'encourager à ce niveau-là. Donc voilà. S'il y a d'autres questions, je veux bien y répondre, mais c'était juste pour donner des explications par rapport aux subventions. D'ailleurs, juste
Quand un club monte, il a le droit à une subvention un petit peu supplémentaire, donc là on est plus en rattrapage. Quand il redescend, eh bien, on le redescend un peu la subvention, ce qui peut d'ailleurs poser problème parce que c'est parfois un peu la double peine. Hein, on a un club à l'heure actuelle, qui est l'ASC Basket pour ne pas le nommer, qui se retrouve parfois en difficulté parce qu'il avait droit à un certain nombre de subventions du fait de son positionnement dans la hiérarchie du sport au niveau national. Et puis malheureusement, il a eu un accident, il s'est pris le pied dans le tapis lors du dernier match et il est malheureusement pour lui redescendu. Et toutes les subventions des collectivités redescendent, ce qui est normal puisqu'on a mis en place une grille. Et bien, ils se rendent compte que non seulement on les redescend nous aussi au niveau de nos subventions, mais ça les empêche d'une certaine façon de pouvoir mieux remonter l'année suivante. Mais bon, ça, c'est peut-être aussi, il faudra peut-être qu'on revoie, il faudra peut-être qu'on fasse une intercommission pour revoir un peu nos subventions, notamment au club sportif, sur quels critères, mais tout ça. Et là, on est par rapport à la JS, on est vraiment en rattrapage de quelque chose qu'on leur devait tout à fait. Oui, mais je reconnais, je suis tout à fait favorable, mais malgré tout, ce système avance et subvention, il faut l'éviter. Il faudrait que ça soit une subvention, point final, et non pas faire des rajouts pour certains et une avance pour d'autres. C'est à vous de faire en sorte que ça n'arrive pas. Puisque j'ai déjà, en peu de temps, je sais que je vais avoir rapidement des échos là-dessus. Étant donné que Michel, toi qui les fréquentes aussi, Daniel, vous allez également, certainement autour de vous, avoir ce genre de questions. Ouais. Mais écoutez, on appréciera au cas par cas, parce qu'on ne peut pas prendre de règle générale. Parce que je sais qu'un club qui est sûr de monter, par exemple, un club qui est sûr de monter parce qu'il a quasiment gagné tous les points qui lui permettent de confirmer sa montée. Et ça serait dommage qu'il soit rétrogradé pour des raisons financières, alors qu'il a le potentiel pour pouvoir assurer la saison dans la division supérieure l'année suivante. Donc c'est aussi le mécanisme de l'avance. Alors ça peut être un piège aussi, parce que l'avance, elle permet de boucler la saison N-1. Mais je ne mets pas en cause les efforts qui sont faits par la ville de Cherbourg dans des situations de difficultés financières. Mais il faut souhaiter qu'il n'y ait pas trop ce genre, plus pour l'un que pour l'autre, en apparence. En apparence. Les explications de Franck, disons, sont tout à fait recevables, mais c'est embêtant quand même. Hein? Il faudrait éviter ça. D'accord. Merci, Monsieur Imbert, de votre contribution. Pour en revenir à la délibération, qui vote contre, qui s'abstient, donc délibération adoptée à l'unanimité. Michel Durel. Bien, à la fourniture de produits d'entretien, groupement de commande avec le CCAS. Donc vous savez qu'actuellement, la ville et le CCAS commandent séparément leurs produits d'entretien. Donc afin d'harmoniser les produits commandés et de bénéficier aussi de prix plus attractifs, il a été envisagé la création d'un groupement de commande. Pour que ce groupement de commande puisse passer des marchés, il faut créer aussi une commission d'appel d'offres spécifique au groupement de commande. Donc la ville de Cherbourg, Octeville, sera représentée au sein de cette commission par un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de la ville. Un suppléant pourra également être désigné. Donc aujourd'hui, il vous est demandé d'adopter le principe du groupement, d'autoriser la signature de la convention constitutive du groupement et de procéder à l'élection en centre de conseil municipal du représentant de la ville et de son suppléant. Le représentant serait moi-même, la suppléante, Madame Boiselle. Qui s'abstient? Qui vote contre? Décision adoptée à l'unanimité. Dans la délibération suivante, organisation des activités socio-éducatives. Donc, le cahier des charges du marché prévoyait que l'accueil du mercredi pour les enfants se ferait au centre Picno. Mais il apparaît qu'actuellement à Picno, il y a quelques difficultés de chauffage, ce qui ne permet pas l'accueil des enfants dans des conditions convenables. Donc, les enfants seraient accueillis au village des enfants. Mais pour ce faire, il faut modifier un article du CCTP et dire que l'accueil sera soit au centre André Picno, soit au village des enfants. Voilà. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération suivante. Voilà, travaux de restructuration de la capitainerie de Port-Chantraine. Donc, c'est un appel d'offres qui comprenait 16 lots. Vous avez attribué lors du dernier conseil 10 lots. Il y en avait 6 infructueux, 4 qui ont été relancés par procédure adaptée et 2 en marché négocié.
Et aujourd'hui, il s'agit d'attribuer les lots 3 et 13 qui avaient été relancés à marché négocié. Donc le numéro 3, couverture, c'est un marché de l'entreprise Le Duc. Et le numéro 13, carrelage faïence, un marché de l'entreprise Faucillon. Voilà. Avant de passer aux voix à la délibération, Michel Louiset va nous donner quelques précisions sur les travaux. Donc la totalité de l'installation provisoire est maintenant fonctionnelle. Les démolitions ont démarré, ils ont été réalisés par l'entreprise TPC et nous allons pouvoir démarrer les travaux de restructuration et de gros œuvres d'ici un mois à peu près. Ça veut donc dire que le chantier et la réalisation sera opérationnel pour la fin de l'année 2013. Ça veut donc dire que pendant la période de saison où nous espérions pouvoir mettre à disposition des sanitaires neufs pour le fonctionnement du port Chantraine, on va peut-être avoir quelques difficultés pour pouvoir le rendre opérationnel pour le mois de mai, mais j'espère que pour la saison vraiment active, c'est-à-dire juillet et août, les sanitaires, et non pas la totalité de la capitainerie, seront opérationnels. Mais la totalité des travaux tels qu'ils vous ont déjà été présentés seront réalisés pour la fin de l'année 2013. Merci de ces précisions, Michel. Ce que je vous propose, c'est de mettre aux voix cette délibération. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Daniel Chenina pour du matériel informatique déclassé. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit donc de matériel informatique déclassé qui sera remis gracieusement donc à l'association SCBR Tennis. Donc, c'est une délibération qui revient régulièrement pour notre matériel qui est obsolète et qu'on remet gracieusement à diverses associations. Voilà, donc qui en conserve l'usage. Qui s'abstient? Qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. En lieu et place de Madame Gosselin, donc je vous propose une délibération qui est la délibération numéro 22, une subvention donc à l'association Rendez-nous Enzo. Pour ceux qui ont suivi l'actualité locale, vous le savez qu'en 2008, donc le petit Enzo, qui est âgé de 2 ans et demi, était alors enlevé par son père et emmené de force au Maroc. Depuis, sa mère est malheureusement sans nouvelles et de l'enfant, malgré des nombreuses démarches qui ont été entreprises, et notamment aussi une enquête qui a été ouverte par la justice française. Fin 2011, donc, la famille et les amis de Coralie Eugène, donc la mère de l'enfant, créent une association qui s'appelle Rendez-nous Enzo, afin d'appuyer les autorités françaises et marocaines pour que tout soit mis en œuvre dans la recherche d'Enzo et de son retour, bien évidemment, en France. Une centaine de personnes, dont la plupart habitent Cherbourg-Octeville et Tour-la-Ville, sont membres de cette association dont les principales actions consistent à assurer les démarches administratives qui sont relatives à la recherche de l'enfant et puis à également organiser des déplacements au Maroc pour rencontrer les autorités du pays et mobiliser la population et les médias autour de cette affaire. Donc il vous est proposé, afin d'aider cette association à poursuivre son action qui est quand même largement soutenue par la population et relayée d'ailleurs, il faut le reconnaître, et on les remercie par les médias, donc d'attribuer donc une subvention de 1 300 € à l'association Rendez-nous Enzo. Est-ce que cette délibération appelle des commentaires? Je vous en remercie. Donc on va la mettre aux voix. Donc qui est contre, qui s'abstient. Donc délibération adoptée à l'unanimité et je vous en remercie. Nous terminons notre conseil par la dernière délibération, qui est une délibération qui s'appelle admission en non-valeur, donc est une délibération traditionnelle. Vous savez que dans la comptabilité publique, il y a une dissociation entre l'ordonnateur et la personne qui mandate ou qui recouvre, à savoir le comptable public. Et au bout d'un certain temps, le comptable public nous dit, bien écoutez, malheureusement, je ne peux pas recouvrer telle ou telle dette. Et donc on en prend acte par le biais d'une délibération. Donc cette délibération a tout simplement, suite aux contacts qui ont été pris avec le comptable public, d'entériner le fait qu'on ne pourra pas assurer le recouvrement de 795,43 € sur le budget principal au titre d'un État qui est un État qui nous est parvenu le 8 septembre dernier, d'un autre État de 1937,85 €, et puis également donc sur le budget annexe pour la location de la salle Monteco d'un montant de 174,95 €. Qui s'abstient? Qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité.
Je souligne la présence de notre ministre, Bernard Cazeneuve, qui, en dépit d'un agenda extrêmement chargé, je l'avais pressenti en début de conseil municipal, donc est parvenu à nous rejoindre. Je l'en remercie. Bernard, quelques mots ? Désolé pour le retard, mais il y avait une inauguration à Valognes. Je pensais que le conseil municipal durerait plus longtemps et que j'arriverais alors que vous seriez encore en cours de débat. Je voudrais juste profiter de ce conseil pour donner quelques informations sur le travail qui continue de se faire avec l'association Enzo dont il était question tout à l'heure. J'ai rencontré à plusieurs reprises la famille encore récemment. L'ambassadeur de France au Maroc a des contacts très étroits avec le gouvernement marocain pour s'assurer que l'ensemble des enquêtes se font dans de bonnes conditions. J'ai eu l'occasion de rencontrer au Conseil de l'Europe le Premier ministre marocain où nous avons évoqué cette question et je me rendrai de nouveau au Maroc pour des questions qui relèvent des compétences du ministère des Affaires européennes et je rencontrerai de nouveau à ce moment-là les autorités marocaines et vraisemblablement en présence de la famille qui m'accompagnera. D'accord. L'ordre du jour étant épuisé, donc je vous propose donc de mettre un terme à notre conseil municipal.